Salut à tous les gars, c'est Werner, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les gars, j'ai fait un partenariat avec une chaîne qui s'appelle Histoire par l'anecdote. On a décidé de se mettre en partenariat pour que je fasse un peu plus connaître sa chaîne et pour qu'il fasse des vidéos de très bonne qualité sur ma chaîne. Donc avant de vous parler un peu de la vidéo qui va arriver, j'aimerais faire une petite aparté sur la vidéo Le quotidien de GI qui vous a énormément plu. Je suis vraiment content, j'ai eu énormément de retours sur Instagram. Sur YouTube, j'en ai eu sur Facebook aussi. Franchement, c'est vraiment un truc de malade. Je savais pas qu'elle allait aussi bien marcher. J'ai fait 600 vues en 2-3 jours. Donc, franchement, c'est un truc de malade. Et puis voilà. Donc, aussi sur cette vidéo, on a dépassé les 100 likes que j'avais jamais fait. Et franchement, ça me fait. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que j'ai fait plusieurs heures de route pour aller la tourner. Il y a eu plus d'un mois, même enfin, dans les alentours d'un mois pour la préparer, pour s'arranger avec mes potes. Donc franchement, c'était vraiment une grosse organisation quand même. Donc je retiens à remercier quand même Arthur, Cédric et Jules qui ont participé, qui ont bien voulu. Donc franchement, merci à vous. Donc merci. Donc la vidéo qui va arriver, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, un partenariat avec l'Histoire par l'anecdote. Donc c'est une chaîne qui fait des vidéos comme celle qui va arriver. Donc franchement, il fait du très bon taf, il passe vraiment beaucoup d'heures sur le montage, etc. Et il mériterait d'avoir un peu plus d'abonnés. Donc il y aura plusieurs vidéos dans ce style-là sur ma chaîne qui expliquera un peu l'histoire. Parce qu'en fait ici on fait surtout des unboxings, des présentations d'uniformes et le quotidien, la vie dans la peau d'un soldat. Mais j'aimerais un peu rajouter d'histoires sur la chaîne parce que c'est quand même une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Du coup voilà, ce sera des histoires pas souvent vues. Par exemple, je vais pas vous raconter l'histoire de la Normandie par exemple. On va transmettre des histoires qui ne sont pas courantes. Donc voilà, j'ai quelques idées en tête qui vont arriver. Donc voilà, donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. La Belgique, qui sortit épuisée de la Première Guerre mondiale, va tout de suite s'assurer d'une protection en signant le traité d'accord militaire franco-belge de 1920. Celui-ci prévoyait que l'armée belge et française se coordonnent pour occuper la Rhénanie, ainsi qu'une alliance en cas d'une nouvelle agression allemande. Cependant, en 1936, l'Allemagne, alors dirigée par Hitler, bafoue le traité de Versailles en réoccupant la région de Rhénanie. Mais les Alliés décident de ne pas intervenir militairement. La Belgique se sent alors menacée. Une invasion allemande de la Belgique avec en prime une non-intervention des armées alliées lui serait fatale. Il faut alors trouver une nouvelle solution pour régler ce problème qui pourrait nuire au plat pays. Le 14 octobre 1936, le roi des Belges, en réponse à cette crise, déclare « Seule une neutralité volontaire, appuyée par un appareil militaire aussi puissant que possible, peut maintenir la Belgique à l'écart du conflit. » La Belgique fait donc le souhait de rester strictement neutre tout en remilitarisant le pays pour préparer une solide défense face à une potentielle attaque allemande. La mobilisation générale est décrétée le 26 août 1939. Rappelons quand même qu'à ce moment-là, l'Allemagne n'a pas encore envahi la Pologne et que les Alliés n'ont pas encore déclaré la guerre au Reich. L'armée belge compte plus de 700 000 soldats actifs, réservistes et gendarmes, sur un total d'un peu moins de 9 millions d'habitants à cette époque. En somme, ça fait 8% de la population qui est mobilisée au front, ce qui est considérable. Et encore, je ne compte pas le nombre d'habitants qui est mobilisé à l'arrière, que ce soit dans les hôpitaux de campagne ou dans les usines d'armement. Pour la répartition de ces 700 000 soldats, on les trouve dans 3 armées différentes en position sur un front large de près de 500 km. L'armée belge, malgré une faible modernisation dans les années 30, reste une armée qui concentre sa puissance sur son infanterie. L'arme de base du fantassin belge en 1940 est un fusil de la firme allemande Mauser et on y trouve donc différents modèles, même si le modèle le plus répandu étant le Mauser M1889, adopté par l'armée belge bien avant la Première Guerre mondiale, mais qui hélas était déjà très dépassé, en comparaison par exemple avec son concurrent de l'armée allemande pendant la Grande Guerre, le célèbre Gevert modèle 1898. Un peu avant le début des hostilités, en 1936, le fusil subit une modification pour convenir aux besoins de cette époque, mais il ne pourra pas être équipé à toute l'infanterie et seulement une minorité le perçoit. D'ailleurs, on retrouvera même ce problème dans l'armée française qui doit équiper ses soldats d'armes aussi obsolètes comme avec les fusils Lebel et Berthier. En termes d'armes automatiques,
et plus modernes, on trouve les mitrailleuses Colt Browning modèle 1895, des Hotchkiss modèle 1914 et aussi des fusils mitrailleurs Shosha modèle 1915. Autant dire là aussi, les armes automatiques sont dépassées, il n'y a aucune modernisation de ce côté-là. Mais il faut dire que du côté français et britannique, ce n'est pas non plus leur point fort. Rappelons tout de même que du côté allemand, il y a des armes automatiques à la pointe de la technologie de l'époque, comme avec les Maschinengewehr modèle 1934 et les pistolets mitrailleurs modèle 38 qui donnera par la suite le fameux MP40. Pour l'artillerie, c'est un peu mieux, et on y trouve environ 1300 pièces d'artillerie opérationnelles. Et ce chiffre englobe toutes sortes de canons, dont les anti-chars et les anti-aériens. Ce nombre de pièces d'artillerie s'explique dans les doctrines de l'armée belge, qui préconise une guerre défensive. Cette doctrine défensive est aussi celle de tous les belligérants des Alliés, dont les Français et Britanniques, mais qui est à l'inverse de celle de leurs ennemis allemands, qui quant à eux préconisent une guerre offensive avec la fameuse Blitzkrieg. Mais comme pour les armes d'infanterie, les pièces d'artillerie se font obsolètes, et sont des modèles datant d'avant la Première Guerre mondiale, comme les canons de 75 mm modèle TR, les canons de 75 mm modèle GP, des obusiers de 105 mm modèle GP, des obusiers plus modernes cette fois-ci et d'un lourd calibre avec les obusiers modèle 1917 Schneider de 155 mm. Ceci est seulement une liste subjective qui reflète les pièces d'artillerie les plus répandues dans l'armée belge. On peut aussi y ajouter des canons anti-aériens comme ceux du modèle Beaufort de 40 mm. Ces canons étaient modernes et d'un calibre dangereux pour les avions, même pour ceux de la Luftwaffe. Néanmoins, la défense anti-aérienne belge et même des alliés en général cette année 1940 est assez faible, et il y a une sous-estimation des avions allemands et de leur puissance. Cependant, ceux-ci ont été d'une efficacité remarquable pendant toute l'invasion à l'ouest en 1940, et ces éléments étaient cruciaux pour assurer la réussite de la Blitzkrieg. Mais nous y reviendrons plus tard sur la défense sur le plan aérien. Cependant, rappelons que la Seconde Guerre mondiale est une guerre où la mécanisation des armées fut la clé de nombreux succès. L'armée belge dans la deuxième partie des années 30, et vu le contexte politique, eut besoin de moderniser leur armée pour pouvoir rivaliser avec l'armée allemande. Et c'est là où je vais vous surprendre en vous disant que la Belgique possédait certains chars qui étaient bons, voire bien meilleurs que ceux des Allemands, surtout marqués par un calibre bien supérieur de leurs canons. Différents modèles furent utilisés, mais les plus présents dans l'armée belge lors de la campagne des 18 jours, dans laquelle l'armée belge ainsi que ses alliés britanniques et français combattirent l'armée allemande, furent des modèles T13 et T15. Le T15 est la version belge du char britannique Vickers Mark E. Celui-ci est bien moins moderne, en effet, car son armement est une mitrailleuse Hotchkiss de calibre 13,2 mm. Mais son petit frère, si je puis dire, le T13, est sa version plus sophistiquée, comme le montre avec son armement principal qui a un canon de 47 mm pouvant percer les panzers allemands. C'est pour cela qu'il fut utilisé comme chasseur de chars, et fut redoutable pour les Allemands, comme avec l'épopée des chasseurs ardennais qui remettèrent l'offensive de la Wehrmacht ainsi que la bataille de la Lys, une bataille importante de l'armée belge. On notera aussi la présence de quelques chars ACG-1, équivalent belge du char français AMC-35. Cependant, leur nombre était restreint, et ce fut là le point faible des blindés belges. Par exemple, on compte environ 200 chars de type 13, et pour le reste des chars, on en compte un peu plus de 270. Cependant, il faut prendre ces chiffres avec du recul. Je vous donne seulement le nombre théorique, et non le nombre de chars belges réellement utilisés au combat. Il faut aussi noter que, malgré le faible nombre des blindés belges, ils sont accompagnés de nombreux blindés alliés, prêts à avancer en Belgique en cas d'invasion allemande. Cela sera fait, comme vous le savez, dès le 10 mai 40. D'ailleurs, les blindés alliés seront en supériorité numérique face aux Allemands, néanmoins c'est seulement sur le papier, et ne reflètent en aucun cas la réalité du terrain. Sur le théâtre aérien, comme on l'avait vu précédemment, il y a une faible présence de canons anti-aériens, mais au niveau des avions, forçant de constater que ce n'est guère mieux. Ceux-ci étaient largement obsolètes et très peu nombreux. En effet, l'aviation belge compta environ 380 avions, mais tous n'étaient pas opérationnels. Le modèle le plus répandu était le Firefox bombardier de conception britannique datant de 1926 et commandé par la Belgique dans les années 30. On en compte en 1940 154. À côté de cela, seulement 77 avions de conception belge, opérationnels et prototypes confondus. L'armée belge est alors obligée de se fournir en avions à l'étranger, mais le budget est restreint, et seuls les modèles obsolètes sont achetés dans la deuxième partie des années 30, toujours dans un but de modernisation de l'armée. Cependant, ces appareils
paraissent comme une blague pour les avions de la Luftwaffe, qui est largement supérieure numériquement et qualitativement. L'aviation belge se fera balayer très rapidement, malgré un très bon entraînement de ses courageux pilotes. Le 10 mai 1940, l'Allemagne lance sa grande offensive sur l'ouest. La Belgique est en guerre et cela semble déjà être la catastrophe avec la chute du fort d'Ebenhamel, principale place forte de la région, dès le premier jour de la campagne. Campagne qui durera 18 jours. Il y aura des coups d'éclat de l'armée belge comme avec les très célèbres chasseurs de thé, qui seront comme une épine pour la Wehrmacht. Mais malgré tout effort, la Belgique capitule le 28 mai de cette même année 1940 et ce sera tout l'ouest de l'Europe en guerre qui sera conquise. La bataille de la Lys sera la plus meurtrière de cette campagne, avec 3000 soldats belges tués, et c'est après cela que le pays plat cessera les combats. On comptabilisera environ 6000 soldats belges tués et des milliers de blessés, et il faut aussi rajouter les victimes civiles. On ajoutera à cela plus de 225 000 prisonniers envoyés en Allemagne. Malgré ce chiffre de pertes qu'on pourrait relativiser en se référant au nombre de combattants présents, cela montre tout de même une certaine violence pour une campagne qui n'aura duré un peu plus de 2 semaines. D'ailleurs, en comparant avec les autres belligérants durant l'offensive allemande, on déplore le même constat. Et cette présentation résumée de l'armée belge touche à sa fin. J'ai fait exprès de ne pas parler des combats car je voulais seulement vous montrer le constat de cette armée qui explique tout de même la défaite, même si les raisons de celle-ci sont nombreuses et pourraient faire office d'une vidéo à part. Néanmoins, comme on l'a vu précédemment, cette armée fut fragilisée et cela s'explique par une accumulation sur une quinzaine d'années de décisions politiques. Le matériel rudimentaire et une non-modernisation à temps de cette armée est principalement la cause de la défaite, mais il ne faut en aucun cas épargner la stratégie des généraux alliés. Cependant, rappelons que le soldat belge, comme par ailleurs le soldat français, ne sont en aucun cas déshonorés. C'est pour cela que cette comparaison avec son voisin français est tout à fait judicieuse. Sur ce, je laisse mon camarade Werner conclure cette vidéo et je remercie encore de m'avoir laissé faire cette vidéo sur sa chaîne. Voilà les gars, comme vous l'aurez compris, cette vidéo touche à sa fin. Donc encore merci à l'Histoire par l'Anecdote d'avoir participé à cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, et je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.